Salut tout le monde, c'est Shinji pour JDR, ma rubrique sur le jeu de rôle sur table, et je vais faire une vidéo réponse à la vidéo de François Le Tort sur ajustage de jeu de rôle sur abat les règles. Donc peut-être la légitimité des règles ou ce qui englobe les règles, c'est-à-dire son respect, son non-respect, total ou partiel. Et vu que c'est un sujet intéressant et que pour l'instant je galère un petit peu sur les thèmes que je veux aborder, surtout que c'est des thèmes qui brassent à la fois le jeu de rôle, mais tout simplement tout ce qui concerne la fiction. Donc cette vidéo-là qui est à la fois simple à traiter, mais d'une profondeur assez gargantuesque, je trouvais que c'était intéressant de traiter le sujet, surtout que les règles font carrément partie d'un des axes les plus importants dans le jeu de rôle. Je signale que le moteur graphique du jeu, c'est ça. Et les possibles illustrations, et ce que j'avais déjà dit dans la plupart des autres vidéos. Donc, on commence tout de suite. Alors, on va commencer avec un domaine qui m'intéresse, plutôt, pas qui m'intéresse, mais voilà, petite ouverture. Pas un domaine qui m'intéresse forcément, mais plutôt qui me parle beaucoup, puisque j'ai grandi avec le jeu vidéo, le plus simple. Alors, pour ceux qui connaissent beaucoup les jeux de rôle récents, vu que même pas les jeux de rôle récents, mais plutôt les jeux récents tout court, vous avez remarqué qu'il existe beaucoup de jeux en accès anticipé, une multitude de jeux qui sortent, et pourtant peu retiennent l'attention, sauf, bien sûr, les El Famoso jeux de survie. Alors, les jeux de survie, j'adore ça. Au début, j'ai commencé par Terraria. Terraria, c'est un petit jeu un peu à la 8-16 bits. Et en fait, la première fois que mon frère m'a proposé le jeu, il m'a dit ouais, ce jeu-là, il est sympa. Ne t'appuie pas au graphisme. J'ai dit ouais, mais je suis pas quelqu'un qui me fie au graphisme. Je suis quelqu'un qui a toujours laissé passer la hype pour passer à un jeu, pour passer sur ce jeu-là. Et du coup, j'ai essayé. Et je suis devenu j'étais devenu pendant cette période-là très drogué de ce genre de jeu. Mais en tout cas, c'est pas ça le sujet. Quand vous êtes dans ce genre de jeu et que vous décidez de créer un serveur en ligne, le plus important dans certains de ces jeux, c'est surtout de créer quelque chose, de créer une ambiance. En fait, le jeu vous met à plusieurs fins possibles, malgré le support d'origine et surtout le topo d'origine. Je vais prendre un exemple qui pourrait parler à tout le monde, le jeu Ark. Le jeu Ark, c'est un jeu où en fait on passe de niveau pas trop primitif à un niveau hyper technologique, à force d'efforts et surtout à force de latter la gueule de dinosaures ou de créatures préhistoriques. Interprétées fidèlement ou non, bien évidemment. Donc du coup, quand on est dans un serveur et on veut faire un serveur RP, par exemple, on veut raconter l'histoire d'un PJ, un joueur survivaliste de haut niveau, un personnage survivaliste de haut niveau, ça serait bien qu'on ait déjà en place sa maison de fête, histoire de la visiter, même si c'est un PJ qui l'interprète. Mais comment le faire si s'il n'y a pas le grand bâtiment, la grande tour qu'il a créée, où il peut observer de loin les mouvements des différentes créatures qu'il a besoin de chasser pour la journée, ou pour monter sur ces créatures titanesques, genre les brachiosaures, les diplodocus. Voilà. Tout cela, ça peut se régler de plusieurs façons. La façon la plus simple, évidemment, c'est la vide de commande. C'est-à-dire, on tape, le personnage de monstre apparaît ici, à ce moment-là, et c'est fait. Ou on va chercher à construire progressivement cette maison. Si on est dans un serveur en paix, la logique voudrait que ça sera facile d'une main de quasi MJ, maître de jeu. Il doit disposer des éléments sur la carte pour pouvoir raconter son histoire et que les autres ne sont que des acteurs sur le théâtre qu'il a décidé de proposer aux autres. Voilà. Donc, jusque-là, je pense que c'est un exemple qui fonctionne très bien. Ensuite, je pense qu'il y a les modes de jeu différents, par exemple
dans les jeux de cartes, et à ce moment-là, il existe plusieurs types de jeux de cartes. Par exemple, Magic, il y a le troll à deux têtes, le mode empereur, et il y a des modes de jeu qui s'inventent marginalement. Voilà, je veux dire, même moi, j'ai créé un jeu de stratégie basé sur des cartes Yu-Gi-Oh! Et pourtant, c'est pas fait pour ça. Ce jeu-là était génial, le passage. Et du coup, quand j'ai créé ces jeux, je me suis rendu compte que est-ce que le support d'origine qui a été proposé, est-ce que les entances que j'ai faites étaient adaptées aux cartes que j'avais? Et la réponse était évidemment que non. Donc pour l'instant, on est déjà à 50-50. Il y a du oui, il y a du non. Ensuite, les wargames, il existe une multitude de modes de jeu, mais bon, vous savez, les gens avec les conversions et les profils hyper abusés, hein, je pense que vous avez qu'à aller sur un forum de jeux de rôle, peu importe la faction de Warhammer 40 000, vous voyez de quoi je parle, hein, n'est-ce pas? Les fameux broadside ou bien machin chose là, à plusieurs lance-fuseurs de la tête aux pieds, hein. Même les Power Rangers n'oseraient pas faire ça. Donc, ça fait aussi que dans ce genre de jeu-là, il y a si on fait de la compétition, il y a des restrictions, il y a des modes de jeu proposés par l'entreprise qui fait le jeu, par exemple dans ce cas précis Games Workshop, et parfois même ils approuvent des modes de jeu créés par des joueurs. Donc il y a une espèce de respect qui commence à se créer entre la communauté et les créateurs. Et ça c'est quand même pas mal intéressant, même si on peut quand même avoir peur d'un retard de planning vis-à-vis de sortie de certains jeux ou de l'analyse de la méta actuelle. Donc par exemple votre livre peut paraître, et pas forcément l'être, obsolète. Et pour finir, il reste le jeu de rôle, le meilleur des exemples que je pourrais donner. Dans la plupart des jeux de rôle que vous lisez, je sais pas si vous en avez vu plein, mais de mon côté, j'ai vu certains qui ne proposaient pas justement cette alternative et d'autres si. La fameuse règle, s'il y a une règle qui vous entrave, virez-la. On est encore à du 50-50. Et c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à rentrer dans le détail. Quand vous créez un jeu, vous vous posez des tonnes de questions. Est-ce que c'est l'univers qui tient le système ou le système qui tient l'univers? Est-ce que votre jeu a comme base un système de jeu de résolution basique ou est-ce que vous avez réfléchi mûrement à l'évolution du jeu et créé un système peut-être original? Oui, mon original, vous avez senti que dans mon original, il y a quand même une petite pointe de scepticisme, et c'est tout à fait logique, hein. L'originalité n'est pas signe de qualité. Et donc, du coup, moi, je me dis ça parce que j'étais en train de créer, j'ai un jeu principal que je suis en train de créer, je suis en train d'écrire les règles, et de l'autre côté, ben, il y a un univers que j'avais écrit il n'y a pas longtemps, que j'ai décidé de réactualiser en jeu de rôle. Ça m'a même pas pris plusieurs jours que j'ai déjà les règles en tête. Et je vois que le jeu, il fait un carton. C'est un jeu qui pousse à la curiosité, qui est quand même pas mal. Et en fait, je me suis rendu compte, je me suis posé cette question, quand j'ai vu la vidéo de François Letard, est-ce que quelqu'un modifie des règles dans ce jeu de rôle-là, est-ce que ça bouleverse pas tout? Et la réponse, c'était oui. Parce que oui, le système de jeu, s'il est assez générique, par exemple, c'est à base de D100, de D20, ben c'est facile d'ajuster. Et même les restrictions, ça serait par exemple l'effacement de certains bonus, certains malus. Ensuite, les jets, par exemple, les jets de sauvegarde qui sont pas comptés, par exemple, dans le seuil de réussite, et patati et patata. Donc, il y a plusieurs façons. À ce moment-là, on peut parler de stackage de règles. Voilà. Mais ça, ça peut aller dans le prolongement de la logique de modifier une règle afin qu'elle soit plus accessible. Et cette question, elle est quand même assez intéressante aussi parce que quand je joue à Warhammer, quand je joue à la V1 de Warhammer, je lis les règles. À un moment, je joue, j'arrête, je reviens et en fait, je comprends pas du tout les choses de la même façon. Et je me dis, est-ce que c'est moi qui ai mal compris les règles? Ou est-ce que j'ai bien compris les règles? Et à ce moment-là, il y a beaucoup de choses à prendre en compte que je n'ai pas pris en compte avant.
Et si je les ai pas pris en compte, est-ce que c'est toujours le même jeu de rôle? Force est de constater que j'ai remarqué que, par exemple, dans le cas de Warhammer, ça ne m'a pas du tout gêné, sauf que progressivement, vu que je commence à comprendre de mieux en mieux les règles, en tout cas je crois, bah du coup, je me rends compte à quel point l'univers de Warhammer est puissant et dangereux, tout en étant simple et efficace. Donc, est-ce que dans cette course, est-ce que les règles pris partiellement ou pas est un problème? Ou est-ce que c'est légitime de dire qu'on joue à ce jeu de rôle-là, qu'on enlève beaucoup de choses? Et justement, il prenait l'exemple de Donjons et Dragons et Pathfinder. Ben justement, je prendrais l'exemple de Donjons et Dragons et Pathfinder. Donjons et Dragons 3.5 et Pathfinder 3.5, les deux jeux que j'ai vraiment envie de jouer, de les essayer. Je regarde les règles, je regarde les systèmes de sauvegarde, je regarde comment fonctionnent les caractères. Je regarde les trucs et je dis... Pourquoi? Parce que, en fait, souvent, la raison, le moteur, l'origine de pourquoi on modifie des règles ou pourquoi on en supprime, c'est par rapport à nos attentes ou par rapport à la fluidité vis-à-vis de la table. On peut l'expliquer par plusieurs façons. On peut l'expliquer par les règles qui sont trop étouffantes. Et à ce moment-là, par exemple, si MJ, pour que MJ, au cas où il fasse une erreur, il faut que des gens remarquent l'erreur. Et si le système est complexe, à quel moment on peut rattraper une erreur que le MJ a faite? Ça peut être des exemples. Et ce genre de choses-là peut créer un vide ludique d'au moins près de, allez, de 3 à 25 minutes. Genre, ah oui, mais les règles, non. Eh bien, à ce moment-là, vous vous dites que non. Ensuite, vous pensez à la logique de votre tablé. Les tablés, les tablés composent, sont créés par des individus qui se rassemblent, mais ensemble, de cette même façon, ils sont fédérés aussi par cette notion de règles maison. On parle de règles maison quand ça arrive, quand il y a des modifications ou quand on enlève certaines choses. Ce qui, pour la plupart, ben, peut agacer des joueurs. Et cela, je peux en parler un petit peu, puisqu'il m'est arrivé un truc dimanche. J'étais en train de jouer au jeu de rôle, avec mes amis, tout ça, patati patata. Sauf que mon ami ne m'a pas prévenu qu'il était chez un ami. Je dis pas ça parce que s'il regarde ou pas, parce que je me doute qu'il ne regarde pas. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'entends des voix de son côté. Normalement, on fait en sorte qu'il n'y a pas de problème, patati patati. Ensuite, la personne commence à poser des tonnes de questions. Oui, comment se fait-il que MJ dirige la partie? Comment se fait-il que oui, il donne des directives à des joueurs, ou bien même qu'il leur donne des pistes? Et j'étais énervé. Mais pas totalement énervé. Mais dans le sens où je dis à la personne très clairement, de toutes les façons, dis à ton ami de la fermer un peu, pas dans le sens la fermer dans le sens il ne comprend rien, enfin pas dans le sens il ne comprend rien, mais plutôt dans le sens il gêne la narration de la tablée pour des raisons légitimes. Je ne vais pas revenir sur ma toute première vidéo qui parlait des PNJ, des PJ, PNJ. En fait, des PJ, des MJ, en fait. Parce que, en fait, les raisons pour lesquelles j'aidais les joueurs, c'est parce que j'avais un personnage joueur de type MJ à la table. Et que lui ne l'a pas compris. Et que l'interprétation des règles, et même l'interprétation des règles, il ne les comprenait pas. Donc je lui ai dit, si tu ne comprends pas, au mieux tais-toi et attends. Jusqu'au moment où il décide de se barrer, ce qui m'a fait un grand, grand, grand plaisir. À ce moment-là, j'ai réfléchi. Cette notion de règle maison, finalement, vous pouvez l'appliquer dans tout. Vous pouvez l'appliquer dans tout parce que finalement, vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs façons de jouer Donjons et Dragons, plusieurs façons de jouer tel ou tel jeu de rôle. Et par exemple, vous êtes sûrement tombé sur des joueurs qui ne vivent que par le système de jeu de Donjons et Dragons et de Pathfinder. Et qu'à chaque fois qu'on leur propose de venir à une table de jeu de rôle, on ne les oblige pas. On leur demande s'ils veulent jouer par courtoisie, la courtoisie la plus noble qui soit. Ben cette personne-là, ramène-toi à Donjons et Dragons,
en disant que oui c'est mieux, ou oui ceci, ou oui cela. Ben, de cette même façon, peut-il être satisfait en sachant que peut-être que la façon dont son MJ jouait à Donjons et Dragons n'est pas celle montrée par le livre. Et c'est à ce moment précis qu'on peut déjà commencer à apporter certaines conclusions. Pas des conclusions fermées, mais qui laissent des tas de questions et d'interprétations ouvertes. Pour moi, les règles de jeu de rôle sont là pour structurer une partie, structurer le contexte d'un univers. Pour autant, il y a des systèmes qui ont été créés pour la facilité d'un jeu de rôle ou pour être à l'image du jeu de rôle. La question de l'image du jeu de rôle par rapport à son système et l'univers est un thème qui se discute et que je prendrai un grand plaisir à vouloir le traiter, mais pour l'instant, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que c'est un thème difficile à traiter. Et je peux en parler parce que le dernier jeu de rôle que je suis en train de créer, il a un rapport avec le combat. Pas le combat du genre la baston. Moi, je sais pas si vous en avez déjà vu, mais mon premier jeu de rôle était un jeu de combat, soi-disant, qui reprenait les univers de beat'em up, de combat, de manga ou de ce genre de choses-là. Et j'ai vu que la personne qui a traité ce truc-là dans un JDR est tombée totalement à côté. Et à ce moment-là, j'ai commencé à philosopher, comme je le fais souvent. Au final, vu que je suis passé par une époque où les choses qui parlaient de bagarre m'énervaient, vu que la bagarre ça m'énervait, vu que je suis quelqu'un qui me suis beaucoup battu quand j'étais gosse, vu que je comprends des choses qui sont traitées par bien des façons, et surtout je comprends la sagesse de la paix et de la recherche de la compréhension de l'autre. Est-ce que je pourrais traiter de jeu de combat, et à ce moment-là, qu'est-ce qui serait important dans un système de jeu, un système de résolution, le système des règles, comment fédérer les règles, comment mettre tout le monde d'accord, comment jouer rapidement, comment pouvoir gérer 2 PJ en même temps avec un seul joueur, comment montrer que c'est facile de gérer plusieurs PJ en un seul coup en tenant sur une fiche qui tient une page. Et j'ai eu la réponse. Et j'ai réussi. J'ai réussi parce que, en fait, je suis au 3e test. Il y a des modifications qui se font, mais c'est des modifications hyper mineures. Elles structurent juste les choses petit à petit. C'est-à-dire que d'ici le moment où j'aurai fini les règles, il me restera la mise en page, les illustrations, faites par moi-même évidemment, et ensuite je pourrai sortir le jeu. Et j'ai trouvé la réponse. Et je vous parle de ça parce que c'est important de comprendre que les attentes d'un groupe de joueurs prévaut à ce que prévaut au message que veulent traiter certains JDR. Mais par contre, vous vous rendrez très vite compte que si vous décidez de jouer un jeu, si vous décidez de jouer Donjons et Dragons avec les règles de Warhammer, ça ne fonctionne pas. Et cela à cause de plusieurs choses. Déjà, la différence de traitement des caractéristiques. Il y a aussi... moi, j'ai déjà entendu ce genre d'aberration, au cas où vous n'aurez pas vu. Ensuite, il y a le fait que quand vous créez un personnage de Donjons et Dragons, il y a plusieurs niveaux. Je crois qu'il y a survie, héroïque et épique. Beaucoup de jeux empruntent un peu ce système-là. C'est-à-dire la distribution des points, le coût d'expérience qui augmente, et ce genre de choses. Warhammer n'a pas ça. Warhammer, il y a un jeu où on est très mortel. Et il suffit juste qu'on fasse une erreur, et votre personnage peut mourir. Et si vous êtes quelqu'un qui interprète vraiment, en tant que MJ, l'univers de façon vraisemblable, ben, très clairement, il y a des situations où vous vous direz, là, cette personne qui est en face, là, qui vient d'être hors combat, il ne peut pas utiliser un point de destin pour se sauver la mise, pour qu'il n'ait pas une blessure grave. Et ça sera aux autres de se dépêcher. Voilà. Donc, concernant ça, il y a d'autres choses dont on pourrait parler aussi. Hein. Concernant
les différents jeux de rôle que vous avez, la meilleure des choses, c'est surtout comment dire ça, de représenter la teneur de l'univers et de la restituer. Donc ça veut dire que c'est pas forcément, s'il y a des règles qui les enlèvent, quand vous enlevez une règle, dites-vous, est-ce que si vous enlevez ces règles-là, quelles conséquences ça a sur le jeu? Et ça, c'est à un MJ de voir ou de visualiser de tête pour voir qu'est-ce que ça donne. Par exemple, j'avais décidé de, dans un jeu, je crois que c'était Warhammer V1, je voulais revoir le système de compétences. C'est-à-dire que je voulais le graduer, ensuite on demande à plus 10, ensuite on demande à plus 5. Et en fait, je me suis vite rendu compte que c'était pas forcément la meilleure chose à faire, car il y a déjà le système de promotion pour acheter les bienfaits d'une classe pour passer sans problème à une autre, et que si vous rajoutez des compétences et que vous les graduez, vous vous rendez compte que la difficulté mortelle du jeu, elle s'enlève. Et à ce moment-là, c'est pas vraiment Warhammer quand vous jouez. Une façon de reconnaître l'essence du propos d'un jeu, c'est dans sa description. Quand on vous dit que vous vivez dans un royaume du vieux monde attaqué par les orques, des créatures hostiles et les incursions du chaos, et que dans ce monde mortel où il n'y a pas vraiment de gentils, mais des méchants à des niveaux différents, des gens qui sont envahissants à des niveaux différents, ben en fait, la seule chose qui importe, c'est de survivre. Et comment vous pouvez survivre dans un JDR que vous avez justement atrophié sa dangerosité. Et d'ailleurs, j'ai parlé de Pathfinder et de Donjons et Dragons de manière très brève, mais Donjons et Dragons et Pathfinder proposent des univers, des multivers différents. Et c'est ce que je trouve qui est intéressant. Est-ce que dans les règles que vous enlevez, vous ne devez pas voir ça du point de vue de Donjons et Dragons et de Pathfinder directement, en fait. Vous devez plutôt le voir du point de vue de l'univers dans lequel vous avez décidé de faire jouer vos joueurs. Je crois que je sais pas s'ils existent en version de jeu de rôle, mais par exemple l'univers de Neverwinter ou de l'univers de Neverwinter ou bien l'univers de Baldur's Gate par exemple. Et à ce moment-là, c'est l'univers qui prévaut. En conclusion, puisque je cherchais justement quelque chose à en dire, je dirais qu'en conclusion, ce qui importe quand vous décidez de changer les règles, est-ce que vous pouvez changer les règles? Je dirais que ça dépend tout simplement des univers. Posez-vous toujours la question quand vous enlevez des règles, est-ce que vous les avez bien compris? Si vous avez bien compris, vous devez chercher jusqu'à quel point ça va déstructurer le jeu. Et si ça le déstructure trop, ben ça veut dire que le jeu, vous n'y jouez pas, vous jouez à votre propre sauce. Et si vous vous dites, est-ce que j'assume ça? Ben, à partir du moment où vous l'assumez, il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème. Ensuite, pour conclure avec ça, ben, il faut surtout avoir un rapport entre les règles qui ont été proposées vis-à-vis de l'univers. Est-ce que c'est l'univers auquel vous avez envie de jouer et non pas quel système? Et aussi, qu'est-ce qui fédère le plus vos joueurs par rapport au rythme de partie? Est-ce que vous voulez un jeu qui est rapide, un jeu qui est lent, un jeu où on peut tout régler en plusieurs jets ou pas? Et à ce moment-là, vous avez la réponse du est-ce qu'on peut mettre à bas les règles? Ma réponse définitive est claire à ce sujet. Je vous ai déjà donné les plusieurs variantes qui peuvent sortir de ma réponse, qui laissent d'autres questions ouvertes. Ma réponse à la fin, c'est de toutes les façons, la question de compréhension de n'importe quel livre peut altérer l'opinion ou la réflexion qui en sort. Donc par définition, je vous dirais la même chose que j'ai dit pour la description de Warhammer. En fait, je vais un peu la transformer. En fait, vous n'avez pas vous n'avez pas de gens qui ne jouent pas au JDR, qui sont en train de jouer.
qui ne jouent pas au JDR by the book, pas vraiment, vous n'avez pas vraiment de joueurs qui jouent au JDR by the book, parce qu'il y a un problème, il y a des problèmes de niveau de compréhension, mais il y a surtout des niveaux d'interprétation et de fidélité. En gros, il n'y a personne qui est incriminé, mais en fait, il y a un niveau, il y a une espèce de niveau de pureté vis-à-vis des règles. Et voilà. 25 minutes. Bon, ça va. Ça devrait aller. Bon, ben, je crois que je vais m'arrêter là. J'espère que ma réponse vous a éclairci sur ce sujet. Personnellement, je me pose quand même la question, puisque j'avais parlé de l'immersion la dernière fois. Ensuite, je crois que c'était... Quelle vidéo de François Le Tarte? Attendez, je vous le montre. Je cherche. Je crois que j'avais balancé. Il y avait un autre sujet qui m'intéressait. Oui, c'est ça. Il y avait deux questions qui m'intéressaient. Donc, c'était la question de peut-on jouer un autre sexe ou une autre race. Celle-là, je pense que je vais la traiter. En fait, j'ai répondu par message. Mais très probablement, vous me verrez répondre à ça. Et ensuite, l'autre, à quand s'arrête votre exploration du jeu? Ben, en fait, si vous avez trouvé un JDR qui vous plaît, vous aurez du mal à sortir de ces eaux. Mais si vous avez un facteur de recherche, pas forcément de trouver ce qu'il y a et ensuite de commencer à prendre le meilleur de tout, hein, ça c'est la pire chose à faire. D'ailleurs, je dois faire une vidéo sur l'inspiration, mais j'essaie de le faire avec un certain niveau de propreté et surtout en essayant de ne pas être condescendant et vulgaire. Tout en sachant que pour ne pas être vulgaire, je peux faire cet effort, mais condescendant, après certaines observations que j'ai faites, malheureusement, je pourrais le paraître. Je ne suis pas quelqu'un qui a tendance à me croire au-dessus des autres juste parce que j'ai réfléchi à 2-3 trucs. Voilà. Donc, c'est tout. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. La seule chose que je pourrais rajouter par rapport à ça, c'est cette question, elle est intéressante à traiter, mais je pense que c'est bien parfois de l'oublier. C'était Jinji pour Jinji DR. Je vous dis salut et à la prochaine fois. Sûrement, vu que François Le Temps a posté 2 vidéos avant celle-là, avant celle auquel j'ai répondu. Au début, je pensais pas les faire et juste répondre avec un message, mais quitte à faire les vidéos là-dessus, je trouve que c'est quand même intéressant de traiter ces sujets-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et ça relève même pas de mécanique de règles, mais de la mentalité de la communauté rôliste, qui est houleuse. À la prochaine fois.